Le sport professionnel s'est totalement arrêté depuis le début de la crise. Les gradins sont vides et il pourrait le rester longtemps. Ray Lalonde est analyste et expert du marché du sport. Bonsoir, Ray Lalonde. Bonsoir, Gérald. Le sport professionnel essaie de se donner un nouveau modèle d'affaires. Il y a quelques activités quand même qui ont repris. Ça a été très positif depuis à peu près 3 semaines, Gérald. D'abord, je pense à la Bundesliga, la ligue de soccer professionnel en Allemagne, une des grandes ligues mondiales qui a commencé il y a déjà 2 week-ends, qui sont allés de façon très progressive, très sécuritaire, avec d'énormes consignes pour les joueurs, pour les dirigeants, pour les services essentiels, et ça a été bien réussi. Les audiences télé, en parallèle, ont atteint des chiffres records. Donc, un grand succès. Puis ça a mis la table un peu pour d'autres ligues, d'autres organisations sportives. On a vu le début de NASCAR sur la chaîne Fox aux États-Unis. Évidemment, la course automobile, c'est un peu différent. On n'est pas trop attentif aux gradins, mais encore une fois, un succès très important. Et la UFC, les arts martiaux mixtes, ont eu déjà 3 ou 4 soirées de combat sans spectateurs, mais avec une importante contribution au niveau de la télévision payante. Alors, jusqu'à maintenant, tout va bien et de plus en plus, on voit le défilement des ligues qui se préparent à lancer. Les ligues nord-américaines qui commencent donc à dévoiler leur plan de réouverture, mais sans spectateurs. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires possible sans spectateurs? Bien, je pense que oui. Mais d'abord, Gérald, la première préoccupation au niveau du basketball de la NBA et du hockey de la Ligue nationale, c'était de réduire les pertes anticipées. Donc, l'importance pour eux, même s'ils ne terminent pas la saison régulière comme c'était prévu, d'au moins avoir des séries éliminatoires, de remettre un trophée de championnat à la fin et de récupérer le plus d'argent possible du niveau des télédiffuseurs et des commanditaires au niveau des séries éliminatoires. Ça, c'est important parce que pour une ligue ou une autre, ça peut représenter plus de 500 millions de dollars juste pour cette période-là. Ça, c'était vraiment important. Le modèle économique du futur, ou en tout cas de l'an prochain, sans spectateurs, bien, c'est mieux que de ne pas avoir de produits en existence, en action. Donc, ils vont s'y faire, ils vont s'adapter, ils vont peut-être réduire le nombre de matchs, ils vont peut-être garder des équipes dans certaines villes seulement, ça va dépendre des marchés puis de la pandémie. Mais une chose qui est claire, c'est que les droits télé, dans la plupart des ligues, sont suffisants. Pas au hockey, pas au soccer, mais dans les autres ligues, c'est suffisant pour garder les équipes rentables. Pas au hockey. Donc, le hockey compte davantage sur la billetterie? Oui, le hockey compte pour à peu près 60 à 70 des revenus d'une équipe sur la vente de billets, vente de loges. C'est-à-dire les revenus, Gérald, liés au match. Ça inclut aussi la restauration, les produits dérivés vendus à l'intérieur de l'amphithéâtre. C'est très important, mais c'est simplement parce que les revenus télédiffusion sont beaucoup moins élevés que dans les 3 grands sports américains. Le football d'abord, le basketball et le baseball ensuite, qui ont d'énormes revenus. On parle de milliards de dollars annuellement qui reviennent aux équipes et à la Ligue, ce qui fait en sorte qu'ils ont les moyens de vivre même sans spectateurs payants dans les gradins. Alors, c'est dangereux, ce qui se passe présentement pour la santé financière de la Ligue nationale de hockey? Oui, bien, c'est dangereux pour toutes les ligues, mais ils ont tous beaucoup d'argent en banque, des fonds d'urgence qui sont très importants. Ils peuvent survivre facilement à une année. De toute façon, le hockey, Gérald, a déjà eu 80 à 85 de sa saison de jouer déjà. Et il s'apprête à faire un retour au jeu avec les camps d'entraînement en juillet, puis une saison qui irait du début août jusqu'à la fin septembre, début octobre. Donc, il n'y aura pas une énorme perte cette année. C'est l'an prochain qu'il faut déjà envisager comment on va faire nos frais avec 50, 60, 70 moins de revenus assurés et ensuite se bâtir une nouvelle économie, incluant les salaires des joueurs et les plafonds salariaux qui sont déjà engagés. Il y a beaucoup de petits détails à régler d'ici ce temps-là. Et qu'est-ce que vous pensez donc de la proposition du baseball majeur de réduire le salaire des joueurs pour limiter les dommages économiques sur le secteur? Historiquement, Gérald, il y a eu d'énormes conflits entre le baseball, les dirigeants et l'association des joueurs. Cependant, depuis une vingtaine d'années, les choses sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus propices à des ententes qui font en sorte qu'on peut s'enrichir des deux côtés. Et ça a été un grand succès. Le baseball, actuellement, vit très, très bien, pré-pandémie. Bon, là, le problème, c'est que les propriétaires du baseball ont décidé de faire une offre de jouer la moitié de la saison, c'est-à-dire à peu près 82 matchs. Mais cependant, ils ne veulent pas payer la moitié des salaires. Ils offrent en retour aux joueurs
l'équivalent de 25 des salaires. Donc, tu vas jouer 50 de la saison, tu vas être payé 25 de ton salaire. Alors, la réaction, c'est les joueurs, jusqu'à maintenant, a été de rejeter cette proposition-là. Il commence à manquer de temps du côté du baseball pour une saison qui devrait, en principe, commencer à la fête de l'indépendance américaine, c'est-à-dire le 4 juillet. Et on arrive en début juin la semaine prochaine. Ils vont manquer de temps s'ils ne réussissent pas à s'entendre très bientôt. Et le risque pour eux, c'est qu'ils n'ont même pas commencé la saison actuelle, contrairement au basketball et au hockey. Mm-hmm. Du point de vue du consommateur, en terminant, du partisan, là, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé? Bien, on va avoir une énorme consommation en termes de la programmation sportive à partir du mois de juillet, août, septembre, octobre. Tous les sports vont presque avoir lieu en même temps. Et ça va être intéressant de voir qui va réussir à attirer l'attention des consommateurs à la télé ou sur les écrans web. Ça, c'est le premier point. Notre vie va changer. De toute façon, généralement, on consomme toujours le sport de façon télévisuelle parce que c'est rare les occasions qu'on est là en direct dans un amphithéâtre sportif. Ça, c'est une chose. Mais l'an prochain, si on pense qu'en 2020-2021, la prochaine saison de sport, il est assuré d'avoir des gens dans les gradins, j'en doute fortement. La contamination, c'est un vrai problème dans les rassemblements sportifs parce qu'on est si près l'un de l'autre. Qu'en plus, on est prêt pendant de longues heures, ce qui encourage la contamination. Donc là-dessus, là, Gérald, c'est loin d'être sûr qu'on va voir le nouveau normal dès l'an prochain. À mon avis, on a besoin d'à peu près 2-3 ans pour absorber économiquement les effets de la pandémie sur le sport et aussi pour se réaligner au niveau du calendrier. Très intéressant. C'est long, ça va être long, effectivement. Les gens devront être très patients, bien sûr, dans les circonstances. Ray Lalonde, merci. Merci beaucoup.